Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo spéciale 1000 abonnés en compagnie de Keot, qui est un ami et collègue auteur. Bonjour. Et dans cette vidéo, donc, on va vous parler des peurs des écrivains, et pour ça on vous a demandé de participer en nous partageant vos peurs et vos angoisses autour de l'écriture, et on va réagir à vos réponses au fur et à mesure dans la vidéo. En piochant dans ce superbe chapeau. Je vais piocher les réponses que vous m'avez données sur les réseaux et sur Instagram. Malheureusement, on ne pourra pas tout partager, mais on va essayer de faire quand même un petit peu le tour, et puis on va laisser la chance décider. Je t'en prie. Peur d'être nul malgré mes efforts, syndrome de l'imposteur. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des retours, en fait. C'est d'avoir des retours, c'est le partage. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à gérer seul dans son coin, finalement. Oui. Bah parce que ça joue sur la question de la légitimité, Ouais. et pour le coup, s'il y a un truc que j'ai bien compris, c'est que on se sent jamais vraiment légitime. Enfin, je sais pas toi, mais moi je me sens jamais vraiment légitime quand je commence un roman. Ouais. C'est en travaillant en fait, et en ayant, comme tu dis, des retours, qu'on va se sentir de plus en plus méritant dans ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était Christian Grenier qui m'avait dit notamment que lui, il avait écrit plus de 80 romans, et à chaque fois qu'il commençait un roman, il se sentait pas légitime, et il avait exactement les mêmes peurs. D'accord. Et en fait, ça m'a rassuré de me dire que peu importe en fait Même notre après- parcours, ouais, et même ça, après ouais, tout ce ouais, temps, ouais, on a c'est toujours les mêmes doutes et les mêmes questionnements. Ouais. Peur de perdre les mots. J'ai déjà vécu une longue panne d'écriture de 5 ans, et depuis, c'est une lutte permanente pour ne pas retomber dans le gouffre de la page blanche. Ça m'était arrivé après mon premier roman. D'ailleurs, on en avait parlé Oui, ensemble, oui. Et j'arrivais plus à me trouver parce que j'avais perdu. Bon, pour le coup, c'était que j'avais perdu mon style, enfin ma patte. J'arrivais plus à savoir comment je voulais écrire. Effectivement, on peut avoir cette impression parfois qu'on n'a plus les mots justes. Moi, le problème que j'ai, c'est pas forcément au moment de la rédaction, Mm. c'est au moment de la réflexion sur une histoire, en fait. Voilà, j'ai un concept, j'ai une ambiance, j'ai un personnage, mais qu'est-ce que je raconte avec? Je sais pas. Ouais. Ça a été un blocage très fréquent pour moi. Moi, j'ai tout le temps cette sensation, quand je commence un roman, de plus savoir écrire. Et cette peur de me dire ça reviendra jamais, alors qu'en fait ça revient toujours. Ouais. Et parfois c'est même la peur qui finit par nous bloquer, quoi. Oui, Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Et peut-être juste peut-être retrouver une pratique un peu plus ludique de l'écriture, par exemple, ou essayer d'éviter de se mettre des pressions, ou d'écrire quelque chose qui va nous inspirer, sans forcément penser à l'édition ou autre. Ça peut aider aussi. C'est probablement quelque chose que je vais souvent dire dans cette vidéo, c'est la question du lâcher prise, en fait. Et s'écouter, en fait, et se faire confiance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, d'arriver à avoir confiance en soi. C'est ça. Mm. Pas se mettre de bâton dans les roues, pas du tout d'écho à un titre d'un roman, n'est-ce pas? Pas du tout. Tout à fait. Peur de faire un roman avec des passages ou des personnages problématiques malgré mes recherches et mes demandes. Je pense pas avoir abordé des sujets trop sensibles, entre guillemets, dans mes romans pour l'instant, a priori. Sensible, non, mais tu parles beaucoup avec des personnages féminins. Oui, effectivement. Et tu le fais très bien, pour le coup. Merci. Donc, non, mais ça, on sent que tu as fait une recherche sur les questions de harcèlement, de regard, de tout ce qui va être des problématiques vraiment qui vont toucher les femmes en particulier. Il y a ce point-là sur lequel je me renseigne beaucoup depuis. Enfin, ça fait longtemps que je lis beaucoup de choses sur la question, que ce soit d'identité de genre ou effectivement de problématiques de harcèlement, complètement sexiste, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi, je réfléchissais en même temps, il y a aussi un point sur lequel j'ai essayé de faire attention, c'est dans Land of the Free, c'est la thématique de l'addiction. Oui. Où j'ai voulu quand même avoir, parce que mon personnage principal est addict à beaucoup de substances diverses et variées, mais il faut pas non plus juger les personnes qui le sont. Voilà, bon. C'est justement ce que j'ai voulu éviter. Je voulais pas avoir un point de vue moralisateur, Ouais. un moralisateur, ou pas montrer de mépris, en fait, c'est ça, parce que c'est des personnes qui luttent avec ça, en fait, quoi. Donc, et pour autant, pas glorifier la prise de ces substances. Exactement. Ni glorifier, ni être méprisant ou moralisateur, effectivement, quoi. C'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts sur la dictologie notamment, donc ça aide aussi parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont dans ce podcast et ça permet d'avoir finalement le point de vue de personnes concernées de ce côté-là, quoi. Je pense que c'est la première approche à avoir, de se renseigner le plus possible. Le biais qu'on peut avoir, c'est de rester dans son propre regard aussi, et dans ses propres connaissances. Enfin, je vois ça par rapport à du coup le roman qui est ici, donc Comme sur des roulettes, qui parle du coup d'une héroïne en fauteuil roulant qui est au lycée, et du coup c'est une situation que je connais parce que je suis en situation de handicap. Et forcément, j'ai puisé dans mes expériences et dans
dans mes ressentis, j'ai quand même fait attention à avoir un ton qui est universel et pas regarder par le petit bout de la lorgnette et de prendre des témoignages comme ça de ci, de là pour pas faire de mon cas finalement une généralité, quoi. Peu importe le soin avec lequel on fait des recherches, on parle toujours d'un cas, d'un point de vue précis et on ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Et je pense que déjà, en être conscient, ça peut éviter des maladresses. Oui. Peur de ne pas être comprise, de ne pas réussir à dire ce que je veux dire, d'être maladroite et donc de blesser des gens. Peut-être que je dérive un peu, je sais pas trop du coup, mais vas-y. Je me dis, est-ce que on peut voir aussi la crainte de l'interprétation qu'on peut avoir de la façon dont on a parlé de telle ou telle chose, quoi. Alors c'est vrai que la question de l'interprétation, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai pas mal... Enfin, qui me cause pas mal d'inquiétude pour le coup. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ne serait-ce que par exemple parce que dans CGU, dans Conditions Générales d'Usurpation, j'ai pu m'inspirer de géopolitique par moment. Et c'est vrai que je me disais, zut, est-ce que ça peut pas faire, ça peut pas laisser penser que le propos vise à dédouaner tel pays, telle faction, telle chose, ou au contraire à charger contre, voilà. Et alors que le propos, pour le coup, c'était vraiment de m'amuser avec la thématique, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas du tout de volonté d'engagement en particulier dans ce sens-là, quoi. Un peu dans ton cas en particulier, c'est aussi les événements de l'actualité qui ont fait que ça a un peu rattrapé le propos du livre et ça peut nourrir ce genre d'inquiétude. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que malheureusement, pour ça, à part se dire que on n'a pas le contrôle sur la façon dont les gens reçoivent et interprètent les choses, il n'y a pas... Enfin, si, on peut, de prime abord dans l'écriture, essayer d'être le plus précis et le plus au clair avec ce qu'on veut possible, et après admettre que quand on... Enfin, je sais pas comment tu le vois, mais quand on publie un livre, il nous appartient plus. Notre travail, en tout cas, c'est de bien écrire comme on veut qu'il soit écrit, et on ne peut pas avoir de contrôle sur la façon dont ça va être perçu. C'est sûr. Et puis, comme tu disais aussi, on n'a pas de contrôle non plus sur les événements ultérieurs qui peuvent faire écho pour X ou Y raison, ou qui peuvent sembler changer la lecture aussi. C'est vrai que... Sur le fait qu'un livre vieillit. Oui, aussi, ouais. Enfin, les propos qu'on tient, c'est forcément daté, en fait. À une époque, ça correspond à notre réalité, ce qu'on veut en dire, et au bout d'un moment, ça se date. C'est sûr. Ça me fait penser à... C'était dans le cadre d'une série, c'était dans les X-Files. Il y avait quelque chose du genre... Donc ça commence à dater. Oui, c'est ça, ça commence à dater, mais c'était pour le coup, je crois qu'ils avaient sorti un épisode avant 2001 qui parlait de quelque chose comme des tours qui s'effondraient, ou choses comme ça, quoi. Ah oui. Voilà, et forcément, la connotation avait beaucoup changé après 2001. Donc on est sur ce genre de cas où ils y pouvaient rien pour le coup, quoi. Je pense que du coup c'est bien d'être clair avec ce qu'on fait, d'être conscient de la portée que peuvent avoir nos mots, parce que je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'auteur quand même sur ce qu'on diffuse, ce qu'on défend et ce qu'on représente aussi. Mais à partir du moment où on est clair avec nous-mêmes et avec ce qu'on veut dire, admettre qu'on n'a pas, la prise et qu'on peut au pire remettre dans le contexte. Aussi, effectivement, ou expliquer, ou rectifier après coup quand c'est de l'auto-édition. Oui, aussi, complètement. Découvrir que je suis une écrivaine médiocre, que mon travail est si mauvais qu'il est une insulte à la littérature et ne pouvoir rien y faire malgré tous mes efforts pour progresser. C'est un peu la peur de toutes les choses. Oui. C'est un peu la petite voix que j'ai toujours dans la tête quand j'écris. Et dans ces termes-là, c'est-à-dire avec des termes aussi virulents parfois. Ça me parle beaucoup, moi, parce que j'ai constamment cette angoisse, en fait, quand j'écris, cette petite voix qui me répète que c'est nul et que c'est raté. Elle est là, je peux rien y faire et j'ai appris à pas l'écouter. Mais parfois, c'est plus compliqué que d'autres d'arriver à se fermer, quoi, je dirais. Je sais pas si ça te parle autant, mais... En fait, ce qui m'interpelle dans la phrase... c'est la dimension de replacer dans un contexte de littérature plus générale, en fait. Quelque part comme s'il y avait quelque chose à prouver, finalement, presque, en quelque sorte. Ce que je peux comprendre. Ou une valeur, où tu as des bonnes et des mauvaises littératures de façon vraiment définie et stricte. C'est ça. Personnellement, je ne considère pas forcément que je fais de la littérature, je considère que je fais du divertissement, finalement, en général, plutôt. Ah ouais, d'accord. Pour moi, je fais quelque chose qui a vocation à être... fun, en fait, littéralement. Okay. Je vais pas forcément me revendiquer, artiste dans le sens, c'est ça. C'est vrai que du coup, ça éloigne un peu cette crainte de me dire, est-ce que je me place dans... Est-ce que je suis légitime en tant qu'artiste C'est ça. Ou est-ce que je suis une honte à la littérature Voilà, c'est ça.
Mais c'est vrai que j'ai peut-être plus une vision classico-classique de la littérature, où j'ai grandi avec des classiques et cette espèce de figure d'auteur presque divine en fait, et très hors du temps, on va dire. Et c'est vrai que j'avais un peu cette peur de pas être légitime et de pas être un vrai écrivain, dans le sens un bon écrivain. Pas être à la hauteur, entre De pas être à la hauteur, guillemets, oui. Et de me dire, bah, finalement, c'est tellement mauvais que peu importe les efforts que je vais faire pour améliorer ça, ça sera toujours aussi mauvais. Et bah, là encore, c'est à force d'avoir comme on disait tout à l'heure, des retours. Je me suis dit, ah, mais en fait, ouais, je fais pas si mal mon travail parfois. Puis c'est vrai que malheureusement, je pense que c'est aussi, il y a beaucoup, pour le coup, pour ça, comme pour ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le temps, en fait, le temps et la pratique, le temps et la pratique, en fait, quoi. Je pense pas qu'il y ait forcément de solutions, entre guillemets, qui viennent comme ça. Les gens d'être conscients, enfin, oui. Tu vois, se dire, ok, cette voix, parce que moi je l'entends toujours, et toujours aussi fort, de me dire, bah, tu es nul, mais juste, bah, ok, je t'entends, tu es là, mais je t'écoute pas, en fait. Et de faire cet effort, et ça, je pense que c'est plutôt un exercice quand même à avoir sur le long terme, d'y aller quand même, en fait. C'est de dire, ok, c'est nul, je m'en fous, j'y vais. Et de savoir aussi, mais c'est toi qui me disais ça, que notre perception de notre travail, il va beaucoup changer selon notre état d'esprit. Complètement. Selon les retours qu'on a eus, selon notre état de fatigue. Ah oui, l'humeur du jour, l'état de fatigue, le mood, ce qui nous arrive en ce moment, quoi que ce soit, quoi. Enfin, plein de choses, quoi. Du coup, faut se faire confiance, mais parfois, faut pas s'écouter. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Ce qui me fait peur, c'est de commencer des choses toute ma vie sans jamais les finir. Je sais pas, j'ai jamais eu ça. Réponse insupportable, ça m'est jamais arrivé, j'ai toujours fini les choses. Ça voulait pas dire que je les gardais, que c'était forcément bon, mais moi j'ai pas le problème avec les points finaux, moi. Ça a été une sacrée période de ma vie d'auteur, ça, les questions de jamais finir les textes. C'est une période où je ne travaillais pas avec un plan, ni en réfléchissant en avance ce que je faisais, parce que bon, je suis plutôt dans le camp architecte ou les fameux. Ou paysagiste, voilà, l'entre-deux. Paysagiste, ouais, c'est un peu l'entre-deux, c'est un peu l'entre-deux où tu fais un plan mais pas complètement détaillé, c'est pas non plus ultra poussé. Tu fais un plan mais tu gardes, tu traces pas les chemins qui mènent forcément du point A au point B. C'est ça, tu te gardes un peu une souplesse en fait, une petite improvisation à la rédaction, quoi. Et c'est vrai qu'avant que je fasse ça, parce que clairement la méthode impro complètement, ça ne va pas, je me bloquais très souvent, je démarrais sur des textes, parce que j'avais un personnage, parce que j'avais un lieu, parce que j'avais un concept, j'écrivais, puis voilà, j'écrivais 2 pages, 3 pages, 4 pages, et puis est-ce que c'est parce que ton idée était pas assez étoffée, ou est-ce que c'est parce que tu savais pas comment avancer à la suite, en fait? C'est les deux, j'ai envie de dire, en fait. C'est-à-dire que j'avais en fait une sorte de flash d'une scène, et je me lançais parce que c'est trop bien, j'ai envie d'écrire ça, et puis je me disais ça allait, c'est trop bien, j'ai envie d'écrire une histoire avec ça, sauf que je réfléchissais pas à une histoire, justement, j'écrivais juste ma scène comme ça, et moi c'est vrai que ça marche pas pour moi en général d'espérer que l'improvisation fasse enchaîner comme ça derrière. Pour répondre plus directement à la question, peut-être que trouver une méthodologie qui convient, en fait, qui nous convient, tout simplement, ça peut potentiellement aider à finir les choses, je pense, finir un projet. Trouver ce qui nous bloque, en fait, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne finit pas. Ça peut être, comme tu dis, des problèmes de structure, de plan qui font on sait pas en fait comment écrire la suite et comment arriver à la suite. Ça peut être aussi la peur de finir. Je sais que moi j'ai des coachés qui venaient me voir, qui étaient dans des cas de saga notamment ou de trilogie, et qui se retrouvaient avec des persos qu'ils ont côtoyés pendant des années. Et ils n'avaient pas envie de les quitter, tu vois, et du coup ils repoussaient le moment de finir à chaque fois. Voire ils se bloquaient en fait complètement parce que c'était plus la peur de laisser les personnages, voire de commencer un nouveau projet aussi, parce que c'était dans quelque chose qu'ils connaissaient depuis longtemps. C'est sûr. Et d'arriver à trouver ce qui bloque, et effectivement souvent c'est un problème de méthodologie. Ça m'était arrivé d'ailleurs dans mon roman Ceux qui nous restent, parce que c'est un roman choral avec 4 narrateurs, et donc c'est 4 amis qui se retrouvent 10 ans après la mort d'un autre de leurs amis. Et typiquement, j'avais donc 4 points de vue où je devais gérer l'alternance, et c'était à la première personne à chaque fois. Et j'étais complètement bloquée dans la façon dont je ménageais l'intrigue. Et ce qui m'a aidé, c'était de suivre une masterclass de Cécile Duquesne, dont je te parle souvent. Et en fait, en suivant la masterclass, je me suis rendu compte que les idées étaient là,
que ça tenait la route, mais j'avais pas les outils Oui, ouais, c'est ça. pour bâtir l'histoire que je voulais. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est moi aussi ce qui m'a permis d'arriver à finir des histoires, ce que je dis, quoi, c'est de me mettre à travailler avec un plan, après préparer plus l'histoire en amont, ça, c'est ce qui a été bloqué, quoi. Et développer des nouvelles techniques aussi. C'est ça qui est beau finalement, c'est qu'on ne cesse jamais d'apprendre et d'expérimenter des choses. Quoi. Carrément. J'ai peur de ne jamais vivre de l'écriture alors que c'est mon rêve. Ouf. Là, ça... J'aurais pu l'écrire. Moi aussi. C'est vrai, ouais. Vrai. Pour le coup, il n'y a pas de recette miracle et il n'y a aucune garantie. C'est une peur qui est basée sur des choses réelles, en fait, vraiment, pour le coup. Autant il y a beaucoup d'autres peurs où ça peut être des angoisses qu'on se crée, des choses, des perceptions, des projections, voilà. Là, c'est vrai, c'est indéniable que c'est compliqué. C'est très compliqué. Surtout en France, parce que j'en parlais justement dans la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne où j'abordais les raisons pour lesquelles, personnellement, je ne veux plus vivre de l'écriture, parce que c'est devenu trop compliqué à gérer sur le plan financier et sur le plan émotionnel aussi, sur le plan créatif, puisque ça m'avait sabordé complètement ma créativité. C'est un peu ce que je connais aussi. C'est une peur particulièrement compliquée parce qu'il y a beaucoup d'éléments il y a vraiment énormément d'éléments sur lesquels on a, pour le coup, aucune prise, quoi. Vraiment, c'est que selon déjà la veine dans laquelle on va écrire, le genre auquel on va écrire, et le public en cible, le public, voilà, le public cible, etc. C'est que j'ai un peu connu ce genre de cas où on peut se retrouver d'avoir du mal à trouver un public, typiquement, à trouver un public spécifique. Ça va dépendre de la communication qu'on va arriver à gérer. D'un facteur chance aussi, sur lequel on n'a aucun... Oui, voilà, facteur chance au sens... dans le sens où on va tomber, par exemple, pile à un moment où la maison d'édition qu'on vise aura une place dans son catalogue, ou alors cherchera le thème précis dont on est en train de parler. Ou alors un moment où justement l'algorithme, parce que c'est aussi une question d'algorithme, va nous mettre en avant sur Amazon ou sur YouTube ou autre, et on va rencontrer son public. Ou capter une tendance, ou si on sort le livre qu'il faut, entre guillemets, pile au bon moment. Je vais faire une réponse un peu, qui est peut-être pas forcément la plus optimiste qu'on pourrait penser, mais c'est quand même important, je pense que d'arriver à en faire son deuil, déjà, de se préparer à l'idée en fait que ça peut ne pas marcher. En fait, d'en être conscient, on va éviter peut-être les déceptions successives. Et de se dire que finalement, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est faire de son mieux. C'est faire des choses qui nous font vibrer, en fait. Parce que au moins, si ça marche pas, on aura pris du plaisir à ce qu'on écrit. C'est déjà ça. Après, voilà, on peut aussi minimiser les risques en essayant différents genres littéraires, en expérimentant des choses et en diversifiant aussi ses pratiques d'écriture. Enfin, je sais qu'on pense beaucoup à vivre de l'écriture de romans, mais il n'y a pas finalement que ça en termes d'écriture. On peut être rédacteur, on peut être journaliste. Enfin, moi, j'ai fait un master de création littéraire où justement on nous a formés à tous les métiers autour de l'écriture. Et finalement, c'est peut-être aussi une solution que de se dire, il n'y a pas que le côté romancier en fait qui prime. On peut écrire de différentes manières et vivre des écritures finalement. Alors, découvrir que mon roman ne m'intéresse pas, qu'il ne vaut pas la peine que je le continue. Ça me fait beaucoup penser à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait de travailler sur l'inspiration. Enfin, on a une bonne idée, on a une scène qui nous parle et de suite on l'écrit. Et on n'a pas forcément le recul en fait de voir si ça tient la route et de prendre le temps de l'étoffer. Et après on se rend compte que ça nous parle plus. J'ai déjà eu ce problème de réaliser que finalement la façon dont j'avais amorcé une histoire, l'emmener un peu obligatoirement, entre guillemets, pour être cohérent avec le début, etc., dans une direction qui ne m'intéressait pas finalement, en fait, qui me plaisait, qui me disait, j'ai pas envie de raconter ça, j'ai pas envie d'écrire ça, finalement. C'est compliqué, je trouve, d'admettre qu'en fait, on s'est trompé de direction, et que c'est plus ce qu'on a envie d'écrire, surtout quand on est déjà bien avancé dans l'histoire. Et moi, j'ai un peu ce problème de jusqu'au boutiste, tu vois, de dire, je l'ai projeté comme ça, je l'ai commencé à l'écrire comme ça, je dois forcément aller jusqu'au bout comme ça, et de rectifier le tir et de s'arrêter en cours de route quand c'est nécessaire. Ça m'est arrivé, c'est avec l'Aube des Cœurs Noirs typiquement, donc ça remonte un peu. J'étais là, j'ai tout vu. Je m'étais dit, ça va être un roman, et puis finalement, je me suis rendu compte que les possibilités d'évolution ne marchaient pas, ou qu'on ne fonctionnait pas, et puis je me suis dit, j'en fais une nouvelle, finalement. Je me dis, peut-être que ça peut être une option des fois aussi, pour ne pas jeter, entre guillemets, un projet, pour se dire, changer ton format, finalement. Voir si je laisse de côté, en fait, c'est ce qui m'est arrivé récemment avec un roman que j'ai quand même passé 6 à 8 mois à écrire, je sais plus, enfin presque une année en tout cas à écrire. J'avais 60 000 mots, enfin, c'était quand même, ça commençait à être un gros bébé, et juste ça marchait pas, enfin tu te rappelles, j'étais en train de le réécrire, je me suis obstinée pendant des semaines et
plusieurs réécritures, et je l'ai laissé tomber comme ça, et j'en ai commencé un autre il y a le 29 février, qui avait rien à voir, et pour autant, l'idée que j'avais eue pour le précédent roman que j'ai laissé tomber, ben là, elle collait complètement, et ça, la fusion des deux, en fait, a fait que j'ai eu une histoire qui tenait la route et qui me parlait beaucoup plus. Peur de m'inspirer de choses trop intimes. Alors c'est vrai que moi c'est un peu plus compliqué parce que j'ai quand même pas des thématiques très pas réalistes, mais je veux dire c'est pas des thématiques de la vie de tous les jours on va dire globalement. Très personnel même, ouais. Oui c'est ça, bah, disons que ce soit l'addiction, je suis pas concerné, heureusement j'ai envie de dire, le hacking criminel, je suis pas concerné non plus. C'est nous faire croire. C'est ça exactement. Oh, on sait tout, on est au courant. C'est ça, message au FBI, je ne fais pas de hacking criminel, tout va bien. Et il fait des recherches pour ses romans. Exactement, c'est ça, toujours. Je crois qu'on n'a pas trop le même rapport au texte, enfin, c'est vrai que... C'est ça. Toi, t'as une rapport peut-être une distanciation plus importante avec les textes. Moi, je pars plus dans mon écriture d'une émotion, souvent une émotion forcément vécue, ou un souvenir, et je transmute un peu ça en écriture. Pour le coup, je me suis beaucoup posé la question de... on parlait de légitimité d'auteur tout à l'heure. Ma légitimité en tant qu'écrivain, dans le fait que je partais de quelque chose de vécu, et j'avais l'impression que c'était presque moins légitime que quelqu'un qui aurait inventé un sujet, tu sais, de but en blanc, en fait. Notamment pour... comme sur des roulettes, je me suis beaucoup inspirée de ma vie de lycéenne en fauteuil roulant, même si pour le coup c'est pas autobiographique, mais forcément j'ai puisé dans des choses que j'ai vécues. Dans Ce qui nous reste, c'est pareil, c'est un hommage aux disparus qui ont pu traverser ma vie. Et t'arrives cette question de est-ce que j'en dis pas trop, est-ce que je tire pas trop de moi. Et puis la peur aussi que parfois des gens se reconnaissent ou surinterprètent aussi. Oui, se disent ah ça c'est moi, alors que alors que pas du tout. On a un travail de mise à distance, de dire on devient un personnage en fait, et ce qu'on écrit, on l'adapte dans une histoire et on prend la liberté et de la distance par rapport à ça. Je pense que ça peut être un bon moyen de se détacher finalement de cette peur-là. Le coup qu'on me demande est-ce que ça c'est pas inspiré de moi, on m'a posé, même pour mes histoires, on m'a posé la question. Ça me fait rire, ça m'a fait la même chose pour Ce qui nous reste du coup, donc le roman dont je parlais tout à l'heure. Et donc forcément il y a des choses qui sont très personnelles et d'autres qui sont inventées parce que je parle de différentes facettes du deuil, différentes émotions qui gravitent autour de ça. Il y a quelqu'un qui est venu me voir récemment en me disant mais ça va, comment tu te sens, parce que dans le roman il y a Emma qui est vraiment le personnage assez fragile dont tout le monde prend soin finalement, et c'est parfois compliqué de voir ce que les proches vont surinterpréter. Bon, c'est clairement le prisme des thématiques qui sonnent réalistes vraiment quoi. Tu parlais de lâcher prise tout à l'heure, c'est ça aussi, se dire que les gens vont forcément surinterpréter. Et tant pis, nous, on sait faire la part des choses et c'est ce qui est important finalement. On arrive au bout de la vidéo, ça fait un petit moment qu'on commence à papoter et se dessèche un peu. Donc je te laisse l'honneur pour la dernière question, vas-y. Peur de découvrir que son idée a déjà été traitée. Tout a toujours plus ou moins été fait. Enfin, en droit éditorial, on parle du fait que les idées sont libres de parcours, parce que on part du principe en fait qu'une idée, tout le monde peut l'avoir, et que ça fait tellement longtemps que l'humanité raconte des histoires que peu importe ce qu'on décide de raconter, ça a déjà été dit. Et en fait, ce qui va importer vraiment, c'est toujours dans le droit, la réalisation de cette idée. Ce que tu vas pouvoir protéger finalement, c'est l'œuvre de l'esprit, c'est comment cette idée, tu vas la façonner en roman et le produit final, ce que tu vas en faire. Et je trouve que ça donne déjà un élément de réponse, c'est que ton idée de base, elle sera pas originale, mais la façon dont tu vas la traiter, ça va donner tout le sel et toute la particularité du texte. On m'a déjà dit... Je suis désolé, je sais plus qui m'a dit ça, mais c'est que à partir du moment où cette histoire-là, certes l'idée a pu déjà être traitée par un tel, etc., mais cette histoire-là, elle va être traitée par moi finalement. Et ça, ça n'a pas été fait, puisque je n'ai pas déjà écrit sur ça. Tu n'as pas un clone qui a déjà écrit sur ça. Donc, finalement, c'est dans le sens où, avec tout ce qui va être l'influence qu'on a, le vécu qu'on a, les inspirations qu'on a, les références qu'on a, le prisme qu'on a pour voir le monde, le sujet de la sensibilité, c'est ça. Finalement, rien qu'à partir de là, déjà, en étant plus spontané, en suivant juste ce qui nous parle à nous en tant qu'individus, finalement, ça pourrait suffire à distinguer déjà une histoire d'une autre, finalement. Et je dirais même plus, il faut pas essayer d'être original de prime abord, parce que c'est le meilleur moyen, surtout quand on est au début des balbutiements de l'écriture, mais de se bloquer, voire de faire des ovnis qui mènent nulle part. Enfin, j'ai pu le voir quand j'étais en comité de lecture d'ailleurs, parce que j'ai étudié pas mal de manuscrits. On avait des textes où on sentait que l'auteur avait vraiment voulu faire original à tout prix. Ça tenait pas la route, et tu sentais que
même c'était devenu une contrainte de style. Tout était prétexte en fait à être original. Les choix qu'il avait fait, c'était pas des choix pour faire avancer l'histoire et pour construire ses personnages, c'était vraiment juste pour injecter de l'originalité, mais presque artificielle. Et du coup, ça marchait pas du tout, quoi. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. On a quand même bien fait le tour de tout ce qu'on nous a partagé, même si on n'a pas pu tout dire. Merci à toi d'avoir été là. C'était chouette de tourner 2 ans après. Merci à toi, surtout pour l'invitation. Hein. C'est super cool comme autre fois. Je vous remercie également pour les 1000 abonnés, puisque c'est à cette occasion qu'on tourne cette vidéo. Bravo d'ailleurs. Merci. Et du coup, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, puisqu'on suit le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, pour parler, comme d'habitude, d'écriture et d'édition. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à me retrouver sur les réseaux. Je vous mettrai également en barre d'infos les réseaux de Keot. Je vous dis à très bientôt et écrivez bien. Salut. Je ne connaîtrai pas la peur. Car la peur tue l'esprit.